le génie climatique, l'éclairagisme, la protection et la détection incendie, l'acoustique, etc. Notre attitude ne privilégie à aucun moment la fonction, mais s'attelle à trouver la logique de fonctionnement, à intégrer avec cohérence la dimension structurelle et à rechercher l'harmonie typomorphologique, proportion et échelle, avec des règles, à travers des règles de composition et de tracés régulateurs. Une fois qu'on aura terminé ce rapport contenant-contenu, signifiant-signifié, on aborde ce que vous appelez tout bas la façade. Là, pour nous, ce n'est pas la façade, c'est le langage. Donc il y a un problème de langage. Il y a un langage intérieur, il y a un langage extérieur. Et là, nous distinguons deux types de langage, ce que j'appelle le langage exceptionnel et le langage banal. Le langage banal permet à l'extérieur de contextualiser un projet. Le langage banal à l'intérieur permet une continuité du parcours, même si la signalétique, des fois, devient un moyen d'orientation dans l'espace. Ça, je peux utiliser un langage banal, la continuité structurelle éventuellement, et qui pourrait donner justement donc, au parcours cette unité. Donc le langage exceptionnel glorifie un espace intérieur. Par exemple, j'ai une bibliothèque avec un éclairage zénital, je peux le glorifier par une forme. Ça peut être un cône, une pyramide. Le langage exceptionnel à l'extérieur pourrait singulariser le projet. Parce que le langage, je dirais, banal, permet de contextualiser le projet, parce que le projet doit être ancré dans son contexte, et en même temps se singulariser, donc affirmer une présence. Et c'est la singularité qui peut affirmer une présence. Par exemple, la maison de la Cascade que tout le monde connaît, qui a été une véritable révolution dans l'architecture, c'est le démantèlement de la boîte. Eh bien, Wright a essayé un petit peu d'utiliser un nouveau langage, une nouvelle codification de la maison, mais a rétabli le rapport à la maison par le mur en pierre. Ça veut dire, mais c'est une maison. Sinon, on ne reconnaît pas le projet. Donc, cette reconnaissance, c'est par un élément, je dirais, donc, spécifique à la maison. Donc, le langage banal exceptionnel. Certains s'accordent à parler de façade en séparant les parties plan, coupe, élévation de la totalité composition architecturale et apprécier les apparences d'une enveloppe maquillée au détriment du traitement conçu de la dialectique interextérieure et du contenu qu'il véhicule au niveau culturel historique. Cette limite, vous parlez de pondération de tension entre les domaines privés et indéterminés, est devenue un enjeu lorsqu'il s'agit de l'affirmer en milieu urbain, dont le langage témoigne d'une certaine identité, un savoir-faire et des significations profondes. Elle renvoie aussi aux problèmes généraux de l'architecture. Le débat sur le vocabulaire dans l'architecture n'est pas récent. Le classicisme, avec ses convictions et ses ordres, avait imposé un style auquel tout le monde devait se référer. Ce tabou fut brisé par le mouvement moderne qui proposait un registre révolutionnaire conjuguant fonctionnalité et plasticité. Cette tendance universelle opposée à l'ornementation et favorable au purisme formel peut-elle constituer encore les nouvelles lois de composition des façades urbaines censées qualifier et structurer l'espace public. Je crois que c'est important de le préciser. Cette vision émane surtout de la percée de l'industrialisation du bâtiment et de la sérialisation de ses composants. Par sa connotation artistique, la façade est devenue un espace d'expression du style ou de symboles contradictoires. L'absence d'ordre perpétue l'arrangement intuitif et spéculatif. En plus, le système combinatoire des éléments de la façade, mur, ouverture, structure, a perdu le sens et l'essence de l'écriture spatiale, c'est-à-dire sa valeur sémantique et syntaxique. Maintenant, sa valeur, donc, je dirais, donc, le sens et en même temps son ordre. Voilà. Le langage continu et allusif des façades correspond aux usages et aux signes marquants du contexte dans lequel nous intervenons et permet l'identification et la préservation de certaines valeurs sociales, culturelles et constructives. Ce niveau banal, qui est une manière d'affirmer la contextualisation du projet architectural dans le tissu, texture, matériaux, fonctionne comme le référent des signes de reconnaissance. Par contre, certaines parties ont une existence propre et requièrent des traitements particuliers. Ces espaces majeurs ont toujours bénéficié d'une prouesse technique ou formelle afin de sublimer l'événement spatial. Oui, je crois qu'à un certain moment, je dirais donc une prouesse technique, effectivement, peut affirmer justement cet événement. L'articulation des deux langages, banal et exceptionnel, a toujours suscité de l'émotion, créé des bâtiments ordonnés et désordonnés, continus et discontinus, statiques et dynamiques, anfractueux et plats. Un état donc en profondeur et plat. Et c'est un petit peu, je dirais, le langage qu'on veut éventuellement donc développer au niveau justement de cette dialectique entre intérieur et extérieur. C'est pas la façade, c'est un rapport de tension qu'il faudrait affirmer. Et si vous avez pratiquement suivi ce processus en interrelation, la façade ne devient pas un supplice pour certains. Monsieur la façade, mais il n'y a pas de supplice. Elle découle effectivement d'un raisonnement. C'est un langage. Et le langage, en fin de compte, est facile à appréhender. Et donc là, le support général que nous avons toujours pris pour que les étudiants s'imprègnent effectivement de la problématique urbaine, c'est effectivement, donc Alger, support d'intervention, l'école de croissance.
Bon, de temps en temps, on se permet que certaines villes, comme Mawaret, on a travaillé à l'époque, donc sur Béjaïa. Donc on a travaillé uniquement sur plan, je ne connaissais pas, mais on a eu quand même, justement, donc cette force de suivre un petit peu ce programme. Le choix du site est fondé sur plusieurs paramètres. Alger, la capitale, doit promouvoir une architecture de qualité, un investissement conséquent. Elle recèle un patrimoine architectural urbain exceptionnel. Tous les courants architecturaux donc, sont représentés. Actuellement, elle souffre d'un état de dégradation inquiétant qui menace sa mémoire. L'image du pays, elle doit refléter nos valeurs socioculturelles et les concilier avec les valeurs universelles. Par rapport aux objectifs de l'option, la lecture de la ville d'Alger se fera à travers donc, des travaux et supports existants et qui, par leur complémentarité, donneront un aperçu critique de sa formation et de son évolution. Ce survol est nécessaire. Il nous manque les enjeux et les mécanismes qui ont conditionné la structure actuelle de la ville et l'impact de cette échelle sur nos différentes formes d'intervention. Cette matrice analytique sera commune à tous les étudiants et servira de référence historico-processuelle dans la recherche-action. Cette échelle d'investigation ne fera pas l'objet d'une lecture approfondie, dégagera quelques recommandations urbaines et architecturales pour le projet. En revanche, un intérêt particulier sera accordé aux différents pôles de croissance de la ville d'Alger, dont la délimitation se fera en fonction de leur poids historique et de leur potentialité urbanistique. Notre stratégie s'attache à maîtriser deux échelles, l'édifice, projet architectural, le quartier, le maison environnement et le plan du quartier, et s'imprégner des échelles de la ville et du territoire. Ça veut dire que si on arrive effectivement donc à survoler un petit peu la ville et s'imprégner du quartier et arriver au projet d'architecture, là on aurait établi le lien ombilical entre le projet et justement dans son territoire qui est large. Maintenant pour les thèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc une fois qu'on aura donc étudié, donc on a essayé de prendre certains pôles connus, certains pôles de croissance connus, à travers la ligne du littoral, à travers les axes de croissance, ou bien la ligne de crête, et essayer de révéler aussi d'autres pôles qui avaient des potentialités et qui étaient malheureusement marginalisés. À l'époque, je me rappelle, dans le cadre donc des cinq pôles, préconisé par le gouverneur d'Alger, on a considéré par exemple Bab el-Oued comme une péricentralité, alors qu'en fin de compte, c'est là où vous avez la rencontre, je dirais, sublime entre la ville et la mer. Et donc nous l'avons considéré comme un pôle de centralité et qui a fait l'objet aussi d'un certain nombre d'études. Là, je vais passer donc pour les thèmes, j'ai dit, on va passer au projet, c'est ce qui vous intéresse donc peut-être. Maintenant, pour les documents écrits graphiques, il y a le mémoire, il y a le support graphique, il y a un planning. Il y a un planning, donc vous voyez, donc il y a un planning, premier trimestre, espace urbain équipement, deuxième trimestre, théorie et projet, troisième trimestre, espace architectural et langage. Vous voyez, donc il y a un processus donc, qui suit, si vous voulez, un phasage. Et là, justement, donc, ce que j'ai essayé de synthétiser, donc les différents pôles qui ont fait l'objet d'une étude, qui ont été capitalisés, mais il y a un autre document qui pratiquement retrace tous les travaux qu'on a fait en 5e année, qui comprend une centaine de projets. Et là, on a essayé un petit peu de montrer les projets qu'on a fait au niveau de la ligne du littoral et en même temps donc, dans certaines percées des lignes de croissance. Donc, c'est un centre de loisirs à Bab el-Oued, le carrefour des arts à la Citadelle, le centre d'image contemporaine au quartier de la Marine, multitech à la place du Mir Abdelkader, multiplex place du 1er mai, un centre d'affaires place du 1er mai aussi, centre de recherche médico-sociale au niveau Mustafa supérieur, un vivarium didactique au Télémni, un centre de loisirs au boulevard du 11 décembre à El-Bia, un learning center à Ben Aknoun, une tour multifonctionnelle chemin des Crêtes, cité de la musique pour des arcades, hôtel d'affaires et Hissandé, mosquée d'Alger. Et là, nous avons fait une contre-proposition. Et nous avons essayé un petit peu de montrer que l'implantation de la grande mosquée est une erreur. Et là, nous avons essayé justement de faire une contre-proposition. Un technocentre à Mohamedia et un centre d'exposition et de convention à Tipaza. De temps en temps, on permet aux étudiants de choisir un site parce qu'il les tient à cœur. Et là, il y a des étudiants qui étaient natifs de Tipaza et qui voulaient justement faire un projet à Tipaza. Et là, nous avons tenté ce qu'on a appelé un morceau de ville flottant, parce qu'on devait pratiquement préserver justement donc le périmètre de sauvegarde. Et j'ai dit aux étudiants qu'on ne pouvait pas intervenir au niveau de la ville, parce qu'il y avait des permanences, il y avait des vestiges, c'était une erreur. Donc il fallait construire une ville flottante. C'est un morceau de ville flottant et qui permettait à la ville, effectivement, pratiquement de se prévaloir effectivement de ce rôle de wilaya. Donc rapidement, et donc là j'ai essayé donc pour chaque projet de faire une lecture. Donc c'est comme une revue. Donc ça a été refait dans le cadre un petit peu donc, de l'ouvrage. Mais là, on a essayé de structurer un petit peu la présentation. On parle de propositions urbaines, de la programmation, donc de l'équipement objet, de la phase conceptuelle,
et de la syntaxe du langage et d'une conclusion. C'est-à-dire que nous avons essayé d'expliquer justement donc le travail fait dans le cadre du projet. Là, donc c'est au niveau du cas donc de Tétani, donc à Bab el-Oued, donc Farhani. Donc on va passer rapidement parce que j'aimerais bien vous montrer. Donc ça, donc c'est le carrefour des arts, donc à la citadelle d'Alger. Et donc là, on a essayé donc de travailler par rapport à la citadelle. Certains diront oui, il faut observer donc une distance, etc. Mais la citadelle, c'est un enclos, donc c'est une forteresse. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé un petit peu de composer avec la citadelle. C'est un exercice très intéressant parce qu'on a pris un petit peu la citadelle et on a essayé de faire une réinterprétation sémantique et syntaxique de la citadelle. C'est-à-dire que le projet a essayé de réinterpréter justement l'histoire justement de la citadelle. Et donc là, on a fait un travail donc, de rapport topologique, manière de relation avec la citadelle et en même temps communiquer avec la ville. Essayer un petit peu donc de désenclaver la citadelle à travers notre intervention. Vous voyez que l'intervention ne consiste pas uniquement à établir des relations d'ordre topologique ou fonctionnel ou symbolique, mais essayer de désenclaver, c'est un moyen, c'est-à-dire que le projet devient un moyen de désenclaver le projet et de le porter justement, donc et de lui donner une portée urbaine. Vous voyez un petit peu donc tout ce travail en réalité de transposition dans ce que j'appelle le registre allusif, cette transposition donc du langage de la citadelle et d'en faire une interprétation. On peut passer rapidement. Donc là, au niveau de la place des Martyrs, on a fait pas mal de projets très intéressants qui sont dans le document. On a fait le mémorial de la Révolution, un projet extraordinaire parce qu'il nous a permis d'utiliser une approche qu'on appelle une approche textuelle, qui consiste à étudier le texte de la Révolution et d'en faire une traduction spatiale. Une traduction d'aménagement de la Casbah et en même temps une traduction spatiale. Très intéressant, on aura l'occasion de le voir. Là, c'était une occasion donc de parler de la place des Martyrs. La place des Martyrs ne peut pas jouer maintenant son rôle, justement, d'espace public majeur. Et donc, il fallait créer ce qu'on a appelé une méga place, c'est-à-dire trouver à partir donc, de cette matrice spatiale, essayer effectivement de créer une excroissance donc, par rapport au port et lui donner justement cette, je dirais, cette échelle donc d'espace public majeur. C'est renouer avec l'histoire, mais en même temps l'inscrire justement donc, dans cette vision. Donc, là, c'est un travail qui a été fait par une étudiante que j'ai bien admirée parce que pour la première fois, donc elle a passé aussi son magistère par son doctorat, sur l'espace public. Oui, j'ai dit, bon, essayons de travailler sur la place Emir Abdelkader. Et donc, si on prend un petit peu cette séquentialisation donc, de l'espace public et les places, donc on constate, bon, il y a quand même, je crois, cette rythmique des 500 mètres, et on s'est dit, ce serait intéressant de désenclaver la place Emir Abdelkader, parce que c'est la traduction d'une idéologie, une implantation donc, coloniale qui a consisté donc, à travers donc, une organisation cruciforme, à travers une place, de dégager un morceau de vie, de croissance. Et on s'est dit, ce serait intéressant de désenclaver la place Emir Abdelkader, donc il fallait faire le procès des différentes places, donc la place des Martyrs, la place du TNA, la place d'Afora. Donc on a fait toute cette étude donc, des places, opéré donc suggérer éventuellement des recommandations pour que ces places puissent effectivement être connectées, les fédérer d'une manière intelligente, et travailler la place Emir Abdelkader. Et là, nous avons travaillé la place volume, c'est-à-dire que l'équipement que nous avons suggéré, parce qu'il y avait une démolition, donc une opération de rénovation, qui consiste soit à préserver la fonction, ou au contraire, donc à opérer éventuellement donc un changement fonctionnel. Et là, nous avons essayé de créer donc un espace qu'on appelle multitech, c'est créer ce volume place. C'est-à-dire que ce n'est pas la place en tant qu'intériorité urbaine, mais le projet devient une place. C'est-à-dire cette interpénétration donc de l'espace public et de l'espace intérieur. Donc il n'y avait plus de rupture, de distorsion topologique, mais cette fusion qui permet donc aux deux espaces de vivre ensemble. C'est comme à Beaubourg. Beaubourg sans son espace extérieur ne pourra jamais vivre. Donc il y a cette corrélation symbolique et fonctionnelle. Et donc là, nous avons essayé de créer cet espace, de cette place volume, et qui permet donc aux gens de pénétrer à l'intérieur et de découvrir l'équipement donc au niveau de ces différentes strates.
Cinéville, donc là aussi, nous avons essayé de travailler au niveau du 1er mai, sachant pertinemment que c'est le champ expérimental de formes d'urbanisme, les HBM, donc qui s'apparentent un petit peu à l'îlot haussmannien, voire même Bada Pont-Sympa, qu'on reprend, même les concepts de Pont-Sympa que vous allez retrouver au niveau des HBM, et vous avez les bars, donc vous avez deux tendances qui ont été expérimentées au niveau de cette partie de la ville, donc il y a quand même, je dirais, donc cette collusion stylistique, que nous avons essayé de réinterpréter par justement donc ce projet. On a créé la méga bar, donc essayer un petit peu de glorifier la bar, on essaie donc de lui donner un autre contenu. Maintenant, on peut passer rapidement. Vous voyez, donc on a essayé un petit peu de créer par rapport à la perspective de Rocher Boualem, parce qu'on parle toujours de Rocher Boualem dans le sens vers le Hama. Donc là, on s'est dit, pour qu'on ne parle parler de Rocher Boualem en tant qu'axe d'hypercentralité par rapport au 1er mai. Et là, nous avons fait un cadrage en essayant justement de fédérer les deux bars et de créer la méga bar. Donc là, pour justement donc, créer un petit peu la grande arche, donc en référence à Spekelsen, la grande arche de Paris. Maintenant, au niveau du 1er mai aussi, donc on a aussi préconisé ce qu'on a appelé l'ABCL, l'Algérie Business Center, pour justement marquer justement donc ce nœud, le 1er mai, qui est un seuil de transition donc de la ville, et en même temps travailler aussi avec cette entrée de ville et essayer donc de marquer une présence. Et le projet devenait un élément emblématique qui constituait en fait la nouvelle image du 1er mai. Donc là, on retrouve un petit peu, vous voyez, le transfert à l'usine, on retrouve la barre insinuée, on retrouve la tour, donc les HBM, donc on a essayé un petit peu de transposer cette diachronie historique, morphologique, au niveau du projet. Il devient pratiquement une miniaturisation de cette diachronie synchronisée au niveau du projet. C'est une diachronie synchronisée au niveau du projet. Donc, ce n'est pas des fragments qui ont été transposés, additionnés, mais qui sont dans une corrélation, je dirais, donc morphologique cohérente. Ce qu'on appelle donc une implantation spatio-symbolique, qui essaye un petit peu de matérialiser l'environnement immédiat et en même temps dégager une nouvelle image. Un centre médico-social à Mustapha Supérieur, actuellement, on est en train de refaire ce projet, un projet très intéressant où on aborde un petit peu le rapport à l'hôpital. Quel est le rôle de l'hôpital? C'est pas une structure lourde de thérapie. Donc là, on est en train de faire avec les étudiants, donc cette année, un travail de restructuration du 1er mai à travers les deux corps, on a donc essayé de concilier, donc on parle un petit peu du jardin suspendu, du parc suspendu, donc l'ouverture de l'hôpital, donc dans son environnement. Il y a un travail de réflexion concernant maintenant les hôpitaux, qui devient pratiquement des hôpitaux, donc un hôpital de jour, plus un hôpital de jour qu'une thérapie lourde. On continue. Donc là aussi, nous avons travaillé sur le Télémli. Le Télémli, qui est un palier, je dirais, historique. Il faut le découvrir. Moi, je vous le conseille parce que là, vous avez tous les archétypes. Vous avez le viaduc, vous avez l'aérohabitat, vous avez l'espace, donc le projet sur pilotis, et bien vous avez tout le lexique au niveau donc, du Télémli. Et donc là, on est en train donc aussi cette année de travailler justement donc sur le Télémli à travers des approches assez complexes. On a utilisé l'archéologie, la fractale dans l'aménagement donc du parc, qui est une référence très complexe, ça c'est pas facile, pour découvrir éventuellement, découvrir le site, parce que chaque fois on utilise un outil qui nous permet donc de découvrir et d'aller éventuellement vers des solutions, je dirais, courageuses. Il faut pousser les étudiants à leurs limites. Donc, et ça, je dirais, cette réflexion vous permet éventuellement d'envisager des solutions pertinentes. Et donc, le vivarium didactique à l'époque, c'était une sensibilisation à la nature. Et donc, ce projet se voulait une extraversion donc, du jardin de Beyrouth. Et donc là, les étudiants essayaient un petit peu donc, de dégager un équipement qui pouvait communiquer et avec le jardin et en même temps avec un environnement qui justement donc se constituait. C'est-à-dire qu'on pouvait traverser l'équipement, qu'on pouvait vivre l'équipement et en même temps lui donner cette prégnance singulière au niveau de son image. On peut avancer, non? Là, au niveau du 11 décembre, je ne sais pas si vous connaissez le 11 décembre, eh bien, en descendant le 11 décembre, vous avez une perspective négative. Vous avez ce qu'on appelle une paroi à objet.
vous n'avez pas de véritable paroi. Donc c'est des éléments qu'on a pratiquement juxtaposés, mais qui ne constituent pas, en fin de compte, je dirais, un boulevard. Et donc là, à l'époque, on s'est dit, oui, mais en descendant, il fallait marquer effectivement cette perspective. Il fallait glorifier cette perspective, c'est-à-dire cette séquentialisation d'objets, atténuer ce rapport donc à l'axe, et qu'il fallait créer l'axe. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer l'axe? Par justement donc une perspective qui glorifie effectivement donc justement donc le 11 décembre et en même temps Val d'Hidra. Donc ce projet, comme vous pouvez le constater, essaye un petit peu de travailler le boulevard, essaie donc d'assurer la perspective. Il est pratique, donc il est fragmenté parce qu'il obéit à différentes échelles et en même temps traduit une complexité programmatique. Un Linux Center, pour la première fois, on a s'attaqué à ce Linux Center, qui devient pratiquement un élément de coordination des universités. C'est là où tout le monde pourrait y accéder, c'est là où tout le monde pourrait éventuellement donc, bénéficier du savoir. Donc, quel que soit, si vous voulez, le niveau intellectuel de la cible concernée. C'est un projet qui a essayé un petit peu de travailler donc, sur la séquence Ziyaniya, là où vous avez actuellement la fac de médecine, que nous avons contesté, parce que la fac de médecine a occupé pratiquement la séquence d'entrée donc, de Ziyaniya, à mon avis, qui est dommageable. Et donc là, on aurait dû à la limite installer éventuellement sa fac de médecine au niveau, par exemple, des pénétrantes, peut-être, mais pas au niveau, par exemple, de cette séquence qui, à mon avis, devait bénéficier d'une séquentialisation et d'un programme conséquent. Donc là aussi, nous avons essayé de mettre les étudiants donc, dans un champ donc, de référence qui inclut donc, la Diar Saada Dar Mahsoul. Attention, Diar Saada Dar Mahsoul, c'est à mon avis une leçon aussi d'architecture d'urbanisme. Pouillant, si vous analysez Diar Saada, eh bien, vous avez une leçon d'architecture d'urbanisme. Où là, vous avez, ce n'est plus des zones résidentielles qu'on réalisait à l'époque dans les années 50, mais c'est un embryon urbain, donc c'est un microcosme urbain, c'est un morceau de ville. Vous avez le logement, vous avez les loisirs, vous avez les commerces, l'école, vous avez donc la sculpture qui se mélange donc à l'architecture. Donc, on parlait de développement durable, eh bien, il était précurseur justement de cette vision qu'on est en train actuellement de glorifier. Donc, tout a existé. Et donc là, on a demandé aux étudiants de créer un petit peu cette tour multifonctionnelle, donc qui dégageait un signe au niveau donc, de la ligne de crête par rapport donc, à une scénographie que nous avions dessinée, le monument d'Diar Mahsoul Grand Confort. Et là, nous avons essayé un petit peu de pondérer ces échelles, c'est-à-dire donc de l'élément symbolique, donc le monument et la tour donc, de Diar Mahsoul, de Diar Saada et de Diar Mahsoul. Eh bien, on a essayé un petit peu de restituer ce langage. La cité de la musique au bois des Arcades, là aussi, on a essayé de travailler sur la ligne de crête. Comme vous pouvez le constater, on a essayé un petit peu de valoriser un petit peu cette ligne de crête. C'est-à-dire, on s'est dit qu'il serait intéressant que cette ligne de crête devienne un espace de vie, donc de loisirs, de découverte. Donc là, on a essayé de réorganiser un petit peu toute cette partie de la ligne de crête, en essayant de créer la place, d'établir la relation avec le bas et en même temps de dégager une signalétique. Aussi par rapport à Hussein-Dey, que nous avons considéré comme un pôle aussi de croissance et en même temps de relation donc, avec la ville d'Alger, nous avons donc opéré donc, toute une recherche, donc à l'époque déjà avec Attar, donc nous avions donc fait un travail sur Hussein-Dey, un travail très intéressant donc sur c'est faire communiquer la ville avec l'axe, faire communiquer la ville avec le port, avec la mer, etc. Donc nous avons essayé ici de créer un élément singulier, un élément signal au niveau donc de l'apport de Hussein-Dey. Et c'est dommage parce que chaque projet est un cours d'architecture, donc on n'a pas le temps. Je préfère vous montrer un petit peu cette panoplie d'exercices qui justement donc essaie de donner à Alger une nouvelle image. On verra d'autres projets. Et là, c'est la mosquée que nous avons essayé donc de proposer, donc par opposition donc à ce qui a été fait. Et donc là, j'ai demandé aux étudiants tout d'abord de faire une recherche sur un petit peu la religion, sur l'islam, sur le Coran, parce qu'on ne peut pas aborder une mosquée. C'est un espace spirituel, mais comment le traduire? Et donc là, on est rentré dans l'ordre cosmique. C'est-à-dire que là, il fallait que les étudiants, on a fait une recherche pendant 3 mois. Certains diront oui, mais c'est la perte de temps. Non,
parce qu'il fallait pratiquement nourrir l'imaginaire de l'étudiant, mener une réflexion préalable. Parce que c'est là où je pourrais éventuellement dégager des concepts opératoires et qui pourraient éventuellement confirmer mon choix. Et donc là, on peut être un petit peu dans le concept d'ordre, qui est propre un petit peu à Louis Kahn. Louis Kahn fait ce qu'il fait, Louis Kahn, il fait de la préfiguration géométrique. Il prend le carré, le chiffre 4, il essaye un petit peu d'ordonner. L'ordonnancement donc de sa typologie se base justement donc sur ce choix. Et donc là, nous avons essayé de travailler au niveau du front de mer, à travers justement donc cette organisation qui s'apparente à la préfiguration donc géométrique de Louis Kahn, et essayer un petit peu donc d'établir cette correspondance entre les unités spatiales et le programme que nous avons donc dégagé. Donc on s'est posé un certain nombre de questions, et donc là, comme vous pouvez le voir, on a établi un programme qui pratiquement reprenait les grandes lignes programmatiques donc, qui nous ont été données, mais essayer donc de trouver éventuellement une complémentarité, un enrichissement donc du programme. Et donc là, on a essayé, si vous voulez, comme vous pouvez le constater, donc essayer d'établir un petit la géométrie, qui est en fait un concept qui est propre à notre civilisation, qui a été justement donc l'un des moyens, justement donc d'ordonner et de structurer donc le projet. On voit le rabattement, le carré. Donc, il y a tout un jeu qui nous a permis d'établir des rapports géométriques et des rapports cosmiques. Comme vous pouvez le constater, le volume de la salle de prière, qui est en lévitation et qui est pratiquement orienté vers la Mecque. Un technocentre Mohammedia, on peut passer, pour montrer les autres projets. Et c'est là où je vous ai dit qu'on s'est permis le luxe d'aller vers Tipaza et créer justement un morceau de ville flottant. Donc, je vous ferai d'autres projets, on va terminer. Ça. Un petit peu donc de voir les projets aussi qu'on a fait enfin, durant les années. Et donc là, comme vous pouvez le constater, donc nous avons essayé donc de définir l'aire de centralité, donc l'aire métropolitaine, sans avoir des critères en réalité objectifs, parce que c'est des critères qui nous dépassent, qui font partie de la géographie, etc. Donc, mais nous avons fait une simulation de délimitation de la métropole et en même temps de définir l'aire de centralité qui effectivement permettra à la ville effectivement de disposer, je dirais, donc d'espace, de changement d'échelle. Les pôles problématiques que nous avons étudiés, qui se sont enrichis par la suite, Bab el Oued, la Marine, Algérie, Premier Mer, Hamma, etc. Et donc là, c'est une vue panoramique donc, de la ville d'Alger. Donc quel état la ville d'Alger? Et moi je me dis qu'il y a nécessité maintenant de conquérir le port, donc d'entamer une opération donc, de rénovation donc, de l'interface ville-mer, et donc lancer aussi un processus d'aménagement de la ligne de crête, ce que nous avons fait durant les 15 années justement donc, de recherche. Et donc là, vous avez donc une vue, à mon avis, qu'il faudrait maintenant gommer, mais reléguer au second plan et apporter une nouvelle image qui va préserver, donc qui préserverait éventuellement justement l'arrière-plan en essayant de le valoriser. Et donc c'est pour ça que je dis que dans cette séquence, nous avons fait ce que j'appelle de l'acupuncture urbaine. Nous avons essayé d'identifier les permanences, d'intervenir là où c'était effectivement une possibilité d'intervention, d'intervenir là où c'était donc possible, c'est-à-dire là où on pouvait enrichir l'arrière-plan. Donc il y avait ce rapport entre le fond et le figure. Et donc là, lorsqu'on voit Le Corbusier dans les années 30, on se dit qu'en fin de compte, il était un précurseur, qu'en fin de compte, que le projet au niveau de la basse Casbah, ils auraient bien aimé qu'il soit réalisé, parce qu'en fait, il aurait préservé la Casbah. Qu'est-ce qu'il prend? Il délimite, il fait un bornage, avec justement cet élément émergent, qui valorise l'arrière-plan. Et vous créez la Casbah avec cet espace substantiel, donc créer l'espace public à l'échelle de la ville. Et là, je crois que même s'il a été contesté, moi je pense que c'est des réflexions très intéressantes. Et donc là, je vais essayer de vous présenter rapidement donc les projets que nous avons faits. Là, au niveau de Bab el Oued, à l'époque, lorsque nous avions commencé l'option, nous étions un petit peu ambitieux, même si on reste ambitieux, mais à l'époque, on s'est dit, prenons par exemple Bab el Oued, là où nous avons le rapport à la mer, et nous avons fait une recherche pour désenclaver Bab el Oued, de faire une proposition d'aménagement du front de mer, en référence justement donc au travail qui a été fait par Tchoumi au niveau de la Villette, à travers effectivement donc point de la ligne de surface, qui nous permettent effectivement d'identifier les axes conducteurs, les folies, donc les volumes en réalité de ponctuation et les surfaces, donc l'aménagement donc
fonctionnelle des espaces. Donc le premier projet à l'époque, c'était donc une intervention donc, qui consistait à créer cette singularité au niveau donc, de Babelwed. Et donc là, on était dans le concept métaphore du paquebot. C'est-à-dire qu'on était dans une situation où vous avez d'un côté la ville et d'un côté la mer. Et donc là, on a opéré un double langage. Un langage qui essaye un petit peu de dialoguer avec la ville, où on retrouve pratiquement donc cette continuité, ces ouvertures alternées, etc. Donc ce plein et vide, ce prospect, ce gabarit homogène, etc. Et de l'autre côté, c'est la dématérialisation, ce qu'on appelle l'évanescence morphologique donc du projet. Autant au niveau de la ville, il est structuré, il est séquentialisé, il a un langage transposé, autant au niveau de la mer, il se dématérialise et se fond dans la mer. Donc c'est cette justesse, je dirais morphologique, qui nous permet donc d'échapper, si vous voulez, donc au langage codifié. Par contre, ce projet devait travailler l'îlot, c'est-à-dire que nous sommes partis d'une axiomatique qu'il fallait garder l'îlot, mais retravailler l'îlot. Déjà à l'époque, retravailler l'îlot, c'est-à-dire repenser la ville. Et donc là, c'est Compost Park, donc il a essayé un petit peu, si vous voulez, de dégager tout un lexique concernant donc l'îlot ouvert. Et donc là, on a essayé un petit peu donc d'aborder l'îlot ouvert, dans le sens où pratiquement l'équipement devait être donc transpercé, donc être un espace de vie avec son intériorité, et en même temps être un espace de passage. Là aussi, à l'époque, nous avions travaillé sur Babelwed Ketani. Vous voyez un petit peu le travail qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est obligé de configurer le quartier, de reconfigurer le quartier à travers des opérations. On va ensuite intervenir par rapport à un port problématique. Donc là, on a essayé de dégager un projet signalétique et qui devait pratiquement matérialiser le seuil de la ville et en même temps donc, être le symbole de cette mutation donc, du quartier. Voilà, comme vous pouvez constater, nous avons créé l'espace public par excellence qui consiste à drainer ce flux de Babelwed qu'on a considéré comme un quartier enclavé et créer justement donc, cette relation avec un équipement qui concilie plusieurs échelles. L'échelle, donc, créer cette urbanité, le rapport à l'homme, créer un petit peu cette continuité, vous avez des strates qui se dessinent, la continuité avec la ville, et ensuite l'élément signalétique. Donc ces strates en réalité alternées reflètent ce rapport d'échelle qu'on établit entre le projet et son contexte. Un problème. Voilà, toujours donc Corbusier, donc je le vois, chaque fois je me dis, attention, donc ce qu'on est en train de faire, c'est pas de l'utopie. J'ai dit Alger 2020, ça veut dire que dans les années 30, voilà ce qu'on avait. Donc moi je pense qu'il faut être réaliste. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est uniquement un questionnement sur le développement de la vie. Et je crois qu'il faut, à mon avis, opérer des thérapies à un certain moment. Ça, c'est un autre projet qu'on avait fait, on a appelé la Médina culturelle, au niveau du bastion 23, c'est-à-dire qu'on a considéré que le conservatoire, qui est une verrue, qui est une perversion dans le système urbain, eh bien, nous devions la cacher. Et donc là, on a constitué le boulevard donc du 1er novembre, et avant d'arriver. Et le projet, pratiquement, donc, miniaturisait donc la Médina, donc la Casbah. C'est-à-dire qu'on se disait, on pouvait miniaturiser la Casbah au niveau donc de cette partie de la ville, parce qu'il y avait des fragments contradictoires. Il y avait le bastion 23, il y avait le conservatoire, les bars, etc. Et donc là, on retrouve, donc à travers le projet, on va en parler, on retrouve dans ce projet, voilà, tout le langage, mais le langage hybride, mais essayer donc de réinterpréter. C'est plus de la méta-architecture, en réalité, c'est-à-dire prendre le projet comme prétexte à une réflexion sur l'architecture. C'est quel est le texte qu'on pourrait envisager dans ce cadre justement conflictuel. C'est un autre projet, un projet qu'on avait fait avec les étudiants à l'époque. Et là, je vous encourage à participer à des concours internationaux. À l'époque, à l'école d'architecture, il y avait un concours international organisé aux États-Unis pour les étudiants. Et donc là, il y avait une prime. Donc il y avait, je ne sais pas, 150 universités, 1500 étudiants, etc. Et on nous a envoyé justement donc une lettre de participation. On s'est dit, oui, les étudiants algériens ne pourraient jamais rivaliser. Moi, j'ai dit non. On a des génies dormants, entre guillemets. Donc, on a créé une petite équipe, 4 étudiants. On a fait un concours interne.
On a rigolé, on a fait le haqiqa, monsieur ridicule, non, vous n'allez pas concourir. Eh bien, on a essayé de travailler durement et on a participé. On a participé à ce concours international aux États-Unis. Il a été publié dans une revue. Et je vous assure que on est sorti par la 7e, on a été déclassé 7e sur, je ne sais pas combien, 1500 projets, 50 écoles américaines, allemandes, etc. On a travaillé, on a démontré qu'on pouvait composer avec les vestiges. Parce que ça, le patrimoine, il ne faut pas toucher. Maintenant, on a revivifié. Donc, il y avait l'amphithéâtre, on a essayé de reprendre le registre traditionnel, la ruelle, etc. Mais en même temps, donner, si vous voulez, une pulsation, donc, justement, donc, à ce projet. Et donc là, on a été classé 7e, on a été déclassé, on était 6e, on a été déclassé pour se mettre dans le peloton à les 7. Parce que les 6 devaient présenter leurs travaux à Rome. Et donc, on a été déclassé au détriment des États-Unis. Ça m'arrive, moi je dis c'est bien, parce que les étudiants ont reconnu un petit peu leur force. Je crois que c'est là où je vous encourage, notamment vous êtes jeunes, de participer à ces concours internationaux parce que vous avez la possibilité de vous exprimer, de vous confronter aussi aux idées d'autres écoles. Et donc le projet a été primé, et de mon point de vue, ça a été une bonne récompense. Ça, c'est un autre projet qu'on avait fait au niveau du seuil de la Médina. C'est donc le centre d'artisanat. La Cité de la musique, un projet que nous avions fait au niveau du quartier de la Marine, parce que nous avions considéré que la place des martyrs devait avoir un élément singulier. Et donc là, ce qui était intéressant, c'est que nous avons établi la relation entre la Médina et le front de mer. C'est-à-dire que les étudiants ont travaillé le monde souterrain, c'est-à-dire qu'il y avait donc des magasins au sous-sol, le monde souterrain qui était vivant, donc là, le plateau urbain, donc là où il y avait une ambiance, et la partie, si vous voulez, la strate supérieure. Donc les étudiants ont établi cette triple relation entre le monde enterré, le monde urbain et le monde aérien à travers ce projet. Un autre projet aussi qui a retenu l'attention, c'est toujours au niveau du quartier de la Marine, où là, ce qui est bien, c'est que vous avez constaté que nous avions fait un travail donc, de recherche, donc d'aménagement de toute la bande. Ce que vous voyez, ça c'est le quartier, ce que nous avions considéré le maison environnement, et essayer un petit peu de travailler le front de mer. C'était la première fois où on tentait s'aventurer à travailler donc le front de mer. Et donc là, on en a travaillé par rapport à un projet, ce que j'ai appelé le vaisseau de l'imagerie ludique. C'est-à-dire c'est un vaisseau qui est venu s'amarrer et qui, à la limite, peut suggérer ce qu'on appelle une évasion. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'il devait matérialiser l'espace majeur par excellence. C'est là où on pouvait organiser donc, les feux d'artifice, où on pouvait éventuellement peut-être établir la relation avec l'homme. Donc là, il y a toujours la métaphore du paquebot, c'est-à-dire c'est le paquebot qui est venu s'amarrer, et ces lignes que vous voyez en fin de compte, c'est des lignes qui retracent, je dirais, l'histoire du lieu. C'était l'ancienne limite du port, qu'on a essayé de réinterpréter. Donc vous avez une macro-séquence de découverte, donc vous venez de la ville de front de mer, donc vous faites le tour, et donc vous êtes pratiquement dans l'ambiance l'ambiance du quartier. Ensuite, vous pénétrez dans une autre couronne, et c'est des couronnes qui vous permettent graduellement de pénétrer et de découvrir l'équipement. Donc c'est une forme aussi de connexion et de rapport donc, avec l'équipe. Là aussi, un projet qui a posé polémique. La maquette, chaque fois les étudiants revenaient avec une maquette parce qu'on travaille maximum en binôme. Mon nombre au binôme. Donc, en général, mon nombre de préférence, il est en binôme. Et la maquette faisait pratiquement 1 mètre. Et les gens n'étaient pas d'accord. Mais on voulait justement traduire cette hypercentralité de la ville d'Alger. Nous avons fait une étude poussée pour dire qu'en fin de compte, c'est la zone de confluence des flux. C'est là où, effectivement, donc, il y a une toponymie de reconnaissance du centre d'Alger. Et on s'est dit, il serait intéressant, à travers cette recherche du front de mer, à travers les perspectives, à travers ce maillage de perméabilité, donc de créer un élément emblématique. En réalité, on voulait un petit peu donc travailler dans le même sens que chez Méthode, dans l'hôtel des finances, où il établit cette relation à la Seine, le quartier, et en même temps avec la ville. Essayer donc de poser pied à chaque échelle. Et donc là, nous l'avons tenté. Et donc là, le morceau d'équipement, c'est celui qui parachève un petit peu le texte urbain, donc par rapport à Mirouge. Donc la fenêtre, donc la barre, je dirais donc
qui permet justement donc d'établir la relation entre la ville et le port, et vous avez la fenêtre, donc la fenêtre qui cadre le monument. C'est-à-dire que ce cadrage avec cette rotation n'est pas gratuite, mais elle essaie au contraire de cadrer le monument. Donc là, on établit ce rapport d'échelle avec l'environnement immédiat, donc le port Tafura, le port, et en même temps avec l'élément emblématique et symbolique qui est le monument. Un projet très intéressant, méga structurel. Pourquoi méga structurel? Parce qu'il doit s'affirmer en tant qu'élément signifiant donc de la ville. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que nous avons essayé de travailler par rapport à Tafura. C'est-à-dire que si vous prenez le palais du gouvernement, il a effectivement, c'est un écho en réalité du palais du gouvernement s'inscrivant perpendiculairement au coupe de niveau. Là, c'est au niveau donc, de l'ARA, où nous avons donc suggéré l'idée, donc le premier projet suggérait l'idée donc d'une gare. Et là, on aborde la gare dans la gare dans la ville et la ville dans la gare. Donc, c'est essayer un petit peu de travailler cette dialectique, à mon avis, qui est très intéressante. Là, parce que la gare, qu'on le veuille ou non, est un microcosme urbain dans lequel on pourrait éventuellement vivre une ambiance intérieure. Là, c'est un autre projet où nous avons pratiquement restructuré, donc, pratiquement de Mauritania jusqu'au 1er mai, où nous avons donc pratiquement créé cette continuité entre la ville et le port. Et donc c'est un travail très intéressant, que vous pouvez le constater, qui nous a permis un petit peu donc de végétaliser des mols, de travailler des parcours, donc de dégager des îlots problématiques. Donc on a fait un hôtel au niveau du 1er mai et un centre de congrès au niveau du mont de Lara. Et donc là, dégager cette nouvelle image. C'est-à-dire que là, on avait la possibilité de travailler le corps de la ville, disons par singularité ponctuelle ou par un aménagement qui permet effectivement donc de donner éventuellement donc à cette séquence. Voilà, on voit pratiquement un petit peu le travail qui a été fait, le centre de congrès, donc, et l'aménagement des différents malls, donc qui sont tantôt donc, des parcours, tantôt des éléments de découverte. Et donc là, il y a des analogies, des références par rapport au palais des Soviets, donc au palais des Soviets de Le Corbusier. Il y a des affinités, ne serait-ce qu'au niveau structurel. Voilà, le deuxième projet, le complexe hôtelier au niveau, donc toujours donc, du 1er mai. Il rentre un petit peu dans le cadre de l'aménagement donc, de toute la bande. Donc un ensemble de places. Donc là, aussi, toujours par rapport aux différentes échelles que j'ai énumérées tout à l'heure, donc la proposition urbaine au niveau du 1er mai, et un centre de presse, donc un autre projet que nous avions fait, un centre de presse, qui devient aussi donc un projet de continuité urbaine, en même temps l'affirmation d'une singularité. Là, c'est aussi un autre projet que nous avions fait, la bourse d'Alger, la bourse au 1er mai, donc avec toujours l'idée de faire communiquer le projet avec son contexte et en même temps de le singulariser. Le siège des entreprises au niveau du Hama, donc là nous avons travaillé l'axe de centralité Rocher Boualem et sa finalisation par deux projets emblématiques qui justement matérialisaient la finalité de l'axe et en même temps faisaient communiquer le projet avec son environnement. Voilà, un autre projet intéressant, bon, les projets que je vous ai montrés, c'est des projets qui ont obtenu le prix d'excellence à l'époux. Et donc, ça, actuellement, on est en train de travailler les sablettes, l'aménagement des sablettes qui seront donc l'aménagement qui sera livré en juin d'après nos décideurs. Nous avons anticipé à l'époque, ça c'est à l'époque, où nous avions fait un travail au niveau des abattoirs, au niveau des sablettes, nous avons fait un aménagement des sablettes et travaillé l'axe qui descend du monument. Et donc tout le Gdo qui est actuellement glorifié revient en fait sur ses traces, pratiquement. Le musée de la marine que nous avions suggéré est préconisé dans le cadre du BDO. L'aménagement des sablettes est préconisé par le BDO. C'est pour ça que je dis que l'université doit participer au débat sur la ville. L'université est absente du débat sur la ville. Il est à mon avis indispensable que l'université s'affirme, parce que je pense que c'est un domaine de savoir qu'il faudrait à mon avis, je vais vérifier. Et ce projet en réalité, comme on disait, donc, était une nouvelle image. Donc il devait pratiquement communiquer avec la ville. On le voit, ce fragment qui essaie de baliser et cet embryon de contextualisation donc, de l'équipement, et en même temps l'affirmation donc, à travers le parcours. Et donc c'est un parcours en réalité qui vous permet de vivre l'extérieur, de vivre l'intérieur. Et donc là, à travers des bassins à l'intérieur, il y a une tridimensionnalité de l'espace qui permet de vivre pleinement et d'une manière sensorielle donc l'espace intérieur.
Là aussi, nous avions fait un travail donc, sur l'aménagement du quartier des abattoirs, et ça aurait été intéressant si les abattoirs avaient effectivement cette image. Parce que l'image actuelle, malheureusement, elle est, de mon point de vue, négative. Et donc là, nous avons créé la coulée verte par rapport donc, au ravin de la gamme sauvage. Nous avons assuré une continuité donc, de ce mail vert, et pour le relier donc, à la mer. Donc nous avons pratiquement aménager pratiquement donc tout ce couloir vert, ce continuum végétal, à travers des parois, à travers des éléments singuliers de continuité, donc à travers des espaces publics par excellence, relier le haut et le bas de la ville, parce qu'il ne faut pas oublier, on a dans la perspective le téléphérique qui nous fait découvrir le bois des Arcades. Donc nous avons créé en réalité une boucle verte qui justement balayait le bas de la ville et le haut de la ville. Et nous avons placé des étudiants sur des pôles de séquentialisation. Et donc là, il y a ce qu'on a appelé la cité de la musique au niveau donc, de la partie supérieure, où on essaie de travailler donc, le nœud. Vous pouvez le constater, c'est un équipement urbain. Et comment on se greffe justement donc, à la ville, par justement une perméabilité contrôlée, par des équipements de dialogue extérieur, et en même temps par la mise en scène de l'exception qui est la salle. La salle devient l'élément d'exception qu'il faudrait glorifier à travers une technologie. Ça, c'est la gare donc, multimodale qui établit la relation avec l'autre rive. Donc là, c'est la jonction des deux rives. Voilà. Donc la jonction des deux rives, donc nous avons préconisé dans le schéma d'aménagement de la ville que la gare multimodale s'arrêtait au niveau des Sablettes, qu'on pouvait transiter par la gare et en même temps développer une image signalétique avec une signalétique. Toujours par rapport donc, au quartier des abattoirs, un centre de presse et de publicité. Et là, on a essayé un petit peu de terminer, de finaliser le texte au niveau donc, des abattoirs à travers une architecture de continuité. Un centre multimédia toujours au niveau des abattoirs. Vous voyez qu'en fait, quand on essaye un petit peu donc, d'enrichir la thématique de notre environnement immédiat. Un autre projet, donc ça c'est la boucle dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la boucle verte qui relie le haut et le bas de la ville. Et là, c'est la maison donc, de la télé, le siège de la télé, qui est au niveau donc, des Anasser, on avait établi la relation entre les deux rives, entre justement donc, Riyad al-Fath et en même temps la maison de la culture. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le continuum végétal. Vous allez à Riyad al-Fath, vous prenez le téléphérique, Riyad al-Fath, le bois des Arcades, vous transitez par ce continuum végétal suspendu qui vous permet de descendre au niveau de la ravin de la gamme sauvage, ou bien continuer pour aller vers justement donc, la maison de la culture. Donc un projet, comme on le voit, qui utilise donc les différents moyens, implantation par ancrage, implantation suspendue, et donc qui essaye un petit peu donc, de glorifier effectivement donc, le site. Un autre projet, un projet très intéressant. Pourquoi très intéressant? Parce qu'un projet qui a été dessiné à la main. Parce que maintenant, vous bricolez les microtacom, c'est que c'est pour la première fois, parce qu'en fin de compte, il faut exploiter les potentialités de chacun. Pour la première fois, c'est un étudiant qui maîtrisait les maquettes. Un, qui maîtrisait le dessin. Deux, à la main. Et donc, pour la première fois, j'avais exigé. Vous voyez le travail qu'on avait fait? On s'est retrouvé avec le millième. Et les étudiants, un binôme, me disaient, oui monsieur, ça c'est immense. Essayons de dégager les principes d'aménagement, une morphologie cohérente, une image à la limite qui doit à la limite propulser ce quartier de Mohammedia dans cette vision métropolitaine. Et donc là, on a fait l'aménagement de toute la zone, comme vous pouvez le constater. Donc, Mnafoir, donc jusqu'à l'oued al-Harraj. Et donc là, nous avons fait une proposition et arrêté, si vous voulez, un élément signalétique. Et cet élément signalétique, comme vous pouvez le constater, c'est une maquette coupe. C'est une coupe maquette. Pour la première fois, j'avais exigé des étudiants une coupe maquette. Parce qu'elle permet effectivement de vivre les épaisseurs. Parce que tout lorsque vous faites une coupe, c'est des coupes de plancher. C'est pas une coupe. Une coupe, il faut qu'elle soit vivante, qu'elle transmette un message. Donc là, on a demandé aux étudiants de faire une coupe maquette. Ça a été fait en atelier. Hein. Tout ce travail en réalité n'est pas sous-traité. Chez nous, il n'y a pas de sous-traitance. Le travail est surveillé. Parce que là, vous êtes dans un processus. Vous ne pouvez pas transposer des revues. Impossible. Impossible parce que si vous transposez un projet, le processus vous condamne. Donc tous les projets sont obligés de suivre le processus. Et donc ce projet qui est métaphorique, intéressant, pourquoi? Parce qu'il prolonge un petit peu le parcours, il devient une surface en lévitation, donc c'est le parcours aérien.
C'est-à-dire que vous êtes au sol, donc vous êtes un petit peu dans cette découverte de la perspective au sol. Tout d'un coup, soit vous rentrez dans l'équipement, soit vous êtes en lévitation, c'est-à-dire pour aller vers la partie supérieure, exploiter la terrasse qui est végétalisée. À l'époque, on parlait de la terrasse végétalisée, maintenant avec le développement durable, c'est devenu un slogan. Et donc là, le projet devait refléter une technologie, devait transposer, comme le vu ou non, l'image métaphorique du paquebot. Donc il y avait ce registre allusif qui permettait au projet de s'ancrer dans la structure que nous avions préconisée et en même temps s'affirmer en tant qu'élément emblématique. Un projet, comme vous pouvez, où on célèbre la technologie à travers le mât qui est là, le projet qui vous invite à travers l'évitation, une non-fractuosité, donc des espaces en retrait qui permettent effectivement donc ce dialogue conflictuel entre l'intérieur et l'extérieur. Avec la géode, comme vous pouvez le constater, avec une géode flottante, cette géode flottante qui devient pratiquement donc aussi un élément, je dirais donc, du force symbolique et qui en fin de compte essaie donc de créer cette synergie fonctionnelle et en même temps symbolique. Là aussi à Ben Aknoun, nous avons aussi, comme je le disais tout à l'heure, donc là on a implanté la fac de médecine, où on a consommé pratiquement toute la séquence dentaire donc, de Ben Aknoun. Nous au contraire, nous avons essayé au contraire de réguler des tensions. Mais bien justement les maisons individuelles, le semi-collectif, le 11 décembre qui se dessinait en tant qu'axe institutionnel. Donc nous avons créé ce qu'on a appelé la cité interactive, qui devenait un élément fédérateur et de synergie entre les universités.